Europe Matin, Patrick Cohen. Voici le journal de Jean-Philippe Ballas. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Comment recoller les morceaux à droite ? C'est la mission du nouveau président du parti Les Républicains, Laurent Wauquiez, élu dans un fauteuil hier dès le premier tour. À 8h15, son vice-président de région, ancien collègue du gouvernement, Brice Hortefeux, sera notre invité. Les autres titres. Édouard Philippe, prêt à recevoir les nationalistes corses à Matignon après leur triomphe aux élections territoriales. Benjamin Netanyahou attendu à Bruxelles aujourd'hui. Après une rencontre avec Emmanuel Macron hier, nous irons à Jérusalem, au cœur de toutes les tensions. Nous irons également gare Montparnasse, victime d'une nouvelle panne ce matin. Mais a priori, les trains circulent à peu près normalement. Un témoignage dans ce journal, celui d'une femme qui accuse l'ex-secrétaire d'État Georges Tron de viol et d'agression sexuelle. Son procès débute demain. Et puis c'est son vrai nom, Jean-Philippe Smet, qui sera gravé sur sa pierre tombale. Johnny Hallyday, inhumé aujourd'hui à Saint-Barthélemy. Et ce matin, le plus dur commence pour Laurent Wauquiez. Rassembler la droite, le défi du nouveau patron du parti Les Républicains, élu sans discussion hier soir avec près de 75% des suffrages dès le premier tour, loin devant Florence Portelli et le jupéiste Maël Decalan. On note également un taux de participation plus important que prévu. Et avec nous en studio, Maxence Lambrec du service politique d'Europe 1. Maxence, il y a quoi d'inscrit aujourd'hui sur l'agenda de Laurent Wauquiez ? Eh bien d'abord ce soir, un premier rendez-vous avec les Français, le 20h de TF1. Il devra tout de suite marquer des points, trouver les bonnes formules contre Emmanuel Macron, apparaître comme un opposant crédible et rassembleur. Aujourd'hui, il va contacter les ténors de la droite pour montrer qu'il est ouvert au dialogue, ça ne coûte rien. Et la balle sera désormais dans le camp de Valérie Pécresse, Christian Estrosi, Xavier Bertrand. Ce sera à eux de se positionner. Lui a maintenant toute la légitimité de cette élection. Alors maintenant qu'il est élu, Laurent Wauquiez, est-ce qu'il va changer de discours pour rassembler davantage ? Eh bien, c'est ce qu'espèrent beaucoup de centristes, à commencer par son adversaire d'hier, Maël Decalan. Les Républicains doivent redire qu'il n'y a pas de victoire pour la droite sans le centre et adopter une ligne idéologique qui permette, sur le plan national comme sur le plan local, cette alliance avec le centre. Alors, il semble prêcher dans le désert, car en face, une bonne partie des militants LR demandent à Laurent Wauquiez un grand coup de balai. Il faut des gens qui fassent le ménage. Dégager complètement les centristes. Les Juppé et la clique, ils doivent partir. S'ils veulent aller en marche, on les laisse aller en marche. Allez, bonne ambiance. L'équipe de Laurent Wauquiez d'ailleurs est ravie que les centristes de l'UDI se soient éloignés la semaine dernière. Que les constructifs aient créé leur propre parti. La clarification a déjà eu lieu, le rassemblement est déjà fait, me confie récemment Laurent Wauquiez. De toute façon, l'électorat du centre droit sera le dernier à revenir à la maison, me dit-il. Il va donc symboliquement tendre la main, mais garder les mêmes slogans, la même ligne. Nous allons tout reconstruire. Nous allons tout renouveler avec des nouveaux visages. Et dans sa garde rapprochée, qui dévoilera avant Noël, il y aura parmi les nouveaux visages le maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Palatret, celui de Châteauroux, Gilles Averrousse, les députés Damien Abad, Guillaume Pelletier, Aurélien Pradier, Émilie Bonivard. Et avec cette nouvelle équipe, 3 défis à relever. Les européennes, trouver le bon mot. Le surendettement du parti très élevé et les relations avec le Front National et ses militants. Maxence Lambrec du service politique d'Europe 1. Dans l'actualité également ce matin, le début d'une nouvelle séquence entre la Corse et Paris. Abstention record, mais triomphe des nationalistes aux élections territoriales, près de 57% des voix. Et un coup de fil d'Édouard Philippe dans la soirée. Félicitations républicaines du Premier ministre et également une invitation à Matignon. La réaction à chaud hier soir de Gilles Simeoni. Le Premier ministre m'a téléphoné, m'a félicité, je l'ai bien sûr remercié pour son coup de téléphone. Au-delà de cet appel protocolaire, je lui ai dit que sur le fond, il y avait véritablement un moment politique qui permettait d'envisager la sortie par le haut de la logique de conflit que connaît la Corse depuis un demi-siècle et qu'il fallait impérativement que l'État ouvre le dialogue avec la Corse. Vous savez, j'ai dit au Premier ministre ce que j'ai dit de façon publique. Je considère qu'il existe un peuple corse et je pense qu'il faut que ce peuple soit reconnu. Je ne vois rien de scandaleux dans cette demande. Il faut que nous en discutions très tranquillement autour d'une table. Gilles Simeoni au micro Europe 1 de Frédéric Michel. Europe 1, il est 8h04. On appelle ça la loi des séries. Une nouvelle panne à la gare Montparnasse ce matin. Panne d'électricité. La gare s'est même retrouvée plongée dans le noir. C'est un incendie qui s'est déclenché dans un local technique vers 4h du matin. Je m'empresse de vous préciser que la situation est rétablie. A priori, les trains partent normalement. Mais dans une ambiance un peu de pagaille. Chanel Petit, vous êtes à la gare Montparnasse. Oui, imaginez autour de moi des centaines de voyageurs dans la pénombre qui se bousculent pour jeter un coup d'œil sur les paperboards, les grandes feuilles blanches sur lesquelles les agents sont obligés d'inscrire les numéros des voies. Et puis la course vers les quais dès qu'un sifflet retentit. Un sentiment ce matin partagé par Gérard, l'agacement. On n'est plus surpris maintenant, parce que pour avoir un train comme il faut, maintenant c'est un miracle, donc c'est dommage. Et puis en plus de ça, du point de vue du renseignement, c'est comme d'habitude, c'est extrêmement léger, Là, en l'occurrence, nous on fait l'aller-retour dans la journée pour Laval. C'est vraiment mal foutu, mais
malheureusement, je dirais sans surprise. Alors malgré cette pagaille, vous le disiez, tous les trains partent bien ce matin, même s'il y a parfois beaucoup de retard. Certains Transiliens sont par contre annulés sur les lignes L et U vers l'ouest de Paris. Chanel Petit en direct de la gare Montparnasse. Attention, demain en Ile-de-France, grève sur les lignes A et B du RER. Le trafic sera très perturbé tout au long de la journée. Un train sur 2 aux heures de pointe. Les syndicats dénoncent notamment des méthodes agressives de management. La cérémonie est prévue à 21h heure de Paris dans la plus stricte intimité. Johnny Hallyday sera inhumé aujourd'hui à Saint-Barthélemy. Sur l'île des Antilles, qu'il est mettant dans un cimetière de tombes blanches à quelques mètres de l'océan. La population a pu lui rendre un dernier hommage hier soir, une veillée devant le funérarium avec un cercueil recouvert de bougies, de colliers de fleurs. C'est là-bas donc que Johnny voulait être enterré. Les habitants sont particulièrement touchés après une année difficile et le passage de l'ouragan Irma. Écoutez Didier, un habitant de Saint-Barthélemy au micro de Mathieu Bock. Irma, ça a joué énormément sur la psychologie. Les gens ont été traumatisés, il y en a beaucoup qui sont partis, qui ont quitté l'île. Et là, de voir l'honneur que nous a fait Johnny, c'est triste, en même temps, ça donne une image positive quand même pour l'île. On espère que les gens, même les fans qui vont venir, vont respecter le lieu, le culte. Il faut faire un lieu de respect, on va dire. Et puis c'était aussi une volonté de Johnny Hallyday, c'est son vrai nom, Jean-Philippe Smet, qui sera gravé sur sa pierre tombale. L'actualité à l'étranger avec Benjamin Netanyahou attendu aujourd'hui à Bruxelles. Le Premier ministre israélien est passé hier par Paris, rencontre avec Emmanuel Macron. Tonalité très franche, dixit l'entourage du président. En clair, chacun campe sur ses positions après la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël par Donald Trump. Jérusalem où nous avons voulu connaître ce matin le point de vue des Français installés là-bas. Jean-Sébastien Soldaini s'est rendu dans une colonie juive, Har Homa, c'est près de Jérusalem. Et voici son reportage. La fin de la prière du Shabbat est animée par les discussions politiques et le sentiment de Yossi, c'est que Donald Trump est en train de jouer un coup de poker en bon businessman. C'est relativement très intelligent ce qu'il vient de faire. C'est de dire, moi les gars, je vais vous amener un deal. Donc vous les Juifs, Jérusalem c'est la capitale d'Israël, ok. Et vous les Arabes, vous voulez que Jérusalem soit aussi votre capitale, aucun souci. Ce qui veut dire qu'on laisse toujours une porte ouverte à dire qu'il y a une partie de Jérusalem qui sera la capitale future de l'État palestinien. Et Jérusalem actuelle qui est la capitale des Juifs. Ils considéraient déjà Jérusalem comme leur capitale. Cette phrase prononcée à l'autre bout du monde ne va donc rien changer, assure Isaac, sauf peut-être pour sa sécurité. Une phrase, ils ne connaissent pas la conséquence que ça peut entraîner au niveau de notre quotidien. Pendant 6 mois, il y a eu des poignards et on se faisait poignarder. On risque d'avoir une période, encore une fois, de haine et de couteaux qui va se réveiller, alors que nous, dans notre quotidien, on est bien sans tout ça. Nous, on va le payer cher. Raviver les rancœurs des uns sans forcément apaiser les autres, la recette Trump est désormais à l'épreuve de l'Orient compliqué. À Roma, Jean-Sébastien Soldaini, Europe 1. Le procès de Georges Tron, accusé de viol et agression sexuelle, avec une ancienne adjointe, c'est l'enquête du 8h. Ce sont 2 femmes qui portent plainte, 2 ex-employées municipales de Georges Tron. L'une des plaignantes se confie ce matin au micro de Guillaume Biet pour Europe 1. Dès le départ, il m'a choisi comme proie. Je me retrouvais dans son bureau, enfermée, avec ma future responsable hiérarchique, Madame Gruel, où là, le viol est devenu à 3. Au départ, en rencontrant un député, j'étais très intimidée. J'avais en même temps la possibilité de sortir d'une situation personnelle tellement difficile. Et puis, il a amené les choses de façon très subtile, en me flattant. Donc, au départ, je n'avais pas conscience qu'il s'agissait d'une emprise qui commençait à prendre forme. À quel moment vous vous êtes dit c'est plus possible, c'est pas normal, je ne veux plus? En début 2007, j'ai rencontré son attachée parlementaire et elle m'a raconté les choses qu'elle avait vécues. La manière de procéder, on va même parler de rituel, de mode opératoire, était tellement semblable à la virgule près que j'en ai été effrayée. Et là, je me suis rendu compte qu'il m'avait leurré depuis le début. Donc là, il fallait que cela cesse. Et là, je me suis retrouvée face à une justice longue, difficile. Vous êtes mis sur le banc des accusés. Il faut que vous prouviez par tous les moyens que vous avez été victime. Ma parole a été remise en question constamment et rarement la sienne. Être accusatrice, non. Victime, oui. Vous allez vous retrouver dans une salle de tribunal à quelques mètres de vos agresseurs présumés. Comment vous le vivez, ça ?
Écoutez, pendant des années, j'ai été terrifiée. Aujourd'hui, j'ai plus peur et je souhaite enfin que ma parole soit entendue et que pour des faits de viol en Réunion, les personnes concernées soient jugées pour leurs actes. Un témoignage recueilli par Guillaume Biet. Georges Tron, de son côté, affirme ne pas avoir d'appréhension et clame son innocence. On passe à l'actualité économique avec des avions militaires qui volent trop peu et coûtent trop cher. Bonjour Daniel Fortin. Bonjour Jean-Philippe. Rédacteur en chef au journal Les Échos, c'est en substance le message de la ministre des Armées, Florence Parly. Elle prend la parole aujourd'hui sur la base aérienne d'Évreux en Normandie. Oui, et les chiffres qu'elle va évoquer sont alarmants puisque sur 1200 avions en activité dans l'armée française, seuls 44% sont capables de voler immédiatement si on en a besoin. Les autres sont tout simplement cloués au sol, en réparation ou en maintenance. Et sur certains appareils, la situation est incompréhensible. Si on prend l'exemple de l'avion de transport A400M, dont on a acheté 12 exemplaires, seuls 2 aujourd'hui sont opérationnels. On est proche du gâchis. C'est quoi la recette du gouvernement pour améliorer la situation aujourd'hui ? Alors Florence Parly veut remettre à plat tous les programmes de maintenance des avions en vigueur dans l'armée. Ça représente tout de même 4 milliards d'euros. Elle veut vérifier s'il est bien normal, par exemple, que le seul hélicoptère Tigre soit couvert par 37 contrats d'entretien différents. En d'autres termes, il y a un soupçon clair d'abus et de mauvaise gestion. Et à l'arrivée, une double source d'économie. D'abord, en supprimant les dépenses de maintenance inutiles. Ensuite, en faisant voler davantage les avions, ce qui permettra d'en acheter moins. Merci Daniel Fortin. Et puis, une chorale dans chaque école. C'est une idée du ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, et de celle de la Culture, Françoise Nyssen. C'est une information Europe 1 que nous révèle Virginie Salmen ce matin avec 2 morceaux obligatoires au programme. Vous l'entendez, la Marseillaise, de retour dans les cours d'école, ainsi que l'Ode à la joie de Beethoven, c'est-à-dire l'hymne national et l'hymne européen au programme. La chorale sera obligatoire du CP au CM2 pour tous les élèves et même dès la grande section dans les maternelles et élémentaires regroupées. 2 chorales par école. Ensuite, au collège, ce sera en option comme le latin au bon vouloir des élèves, mais les choristes pourront gagner des points au brevet grâce à leurs prestations vocales. Une option aussi dans les lycées professionnels voulu par la ministre Françoise Nyssen. En dehors de ces 2 morceaux que tous les élèves apprendront, les profs pourront piocher dans le répertoire de Piaf ou Brassens à Carmen de Bizet. Pour cela, le ministère de l'Éducation nationale débloque 17 millions d'euros et le ministère de la Culture 3 millions d'euros par an pour payer des musiciens professionnels et des profs des conservatoires ou des écoles de musique qui viendront accompagner les élèves. L'objectif, c'est de déployer des chorales dans 50% des écoles dès la rentrée prochaine, 100% à la rentrée 2019. Enquête signée Virginie Salmen. Merci, c'était Jean-Philippe Ballas pour le journal. Europe.